Bienvenue dans Conversation, le podcast de Space qui puise son inspiration dans des échanges sincères et explore le parcours de vie des hommes et des femmes du monde des médias. Parce que chez Space, nous sommes convaincus que la communication est avant tout une affaire d'humain. Nous plaçons les relations et les connexions au cœur de notre approche. C'est cette même conviction qui guide Conversation. Donner la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage médiatique. Annonceurs, agences, régies, directeurs, planeurs, spécialistes, experts, pour partager leurs histoires, leurs expériences uniques et les enseignements qu'ils en tirent. À travers ces échanges, nous souhaitons mettre en lumière la richesse des trajectoires personnelles et professionnelles en capturant des anecdotes marquantes et des expériences humaines authentiques. Car se connecter aux autres, oser explorer de nouvelles perspectives et grandir ensemble, c'est aussi ce qui anime Space au quotidien. Connect, Dare, Grow. Conversation, le podcast qui connecte le monde du média en toute décontraction. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode de Conversation, nous avons le plaisir d'accueillir un pilier du monde des médias, Max Bruns. Son parcours est impressionnant. Des postes clés chez Corelio, Scripta, à son rôle actuel de CEO de l'UMA, où il coordonne avec passion les AMA, les YMCA et BMA. Un véritable bâtisseur du secteur, toujours à la recherche des meilleures pratiques pour élever le marché. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des best of in-home, de out of home ou gaming que Max a brillamment développé. Pas de théorie sur l'avenir des médias, pas d'analyse poussée sur les tendances. Aujourd'hui, nous accueillons Max en tant qu'homme derrière le rock qu'il incarne dans le milieu. On plonge dans ses souvenirs, ses anecdotes. Bon vivant, passionné par son métier, il est aussi un papa fier et investi, très proche de ses fils, l'un compositeur, l'autre réalisateur. Une facette plus intime d'un homme qui, au-delà du professionnel, vit chaque moment avec intensité et générosité. Comment devient-on une figure incontournable du média tout en restant profondément humain ? Quelles rencontres, quelles expériences ont forgé son parcours ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette conversation sincère et vivante. Je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Max. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir encapsuler ton histoire aujourd'hui et je voudrais commencer par te demander de te présenter. Donc nous dire qui tu es, ton nom, ton prénom, même si je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais de le répéter. Ce que tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille et peut-être où tu habites. Eh bien, je suis né Bart Bruns au Limbourg, à Neerpelt pour être plus précis. Et puis, j'ai grandi dans une famille avec mes deux frères, en plein milieu du Limbourg. Mon père était fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et ma mère était infirmière d'abord. Et puis après, elle a travaillé au ministère de l'Enseignement dans le PMS, donc l'inspection santé des enfants, je pense. Oui. Voilà. Et une enfance dans un collège catholique. J'ai fait latin maths jusqu'à mes 15 ans. D'accord. Et puis, mes parents ont un passé des années 60, des années 70, effectivement, très ouvert à la culture. Mon père est un ancien du Congo belge. Il a travaillé pendant une petite année au Congo belge, au Katanga. Ok. Et à l'indépendance, il a dû revenir en Belgique et donc il a trouvé ce poste au ministère de l'Agriculture. Mais en fait, il aimait beaucoup plus écrire. Il écrivait pour le Belang van Limburg. Et donc moi, en tant que petit garçon, je pouvais l'accompagner dans la grande salle de rédaction du Belang van Limburg. Il me disait très fier que le Belangske était le premier journal en Europe à imprimer en 4 couleurs, en tout cas sur la première page. Donc, c'est marrant ça. Ma mère était quelqu'un d'assez créatif aussi. À ses 18 ans ou 19 ans, elle lisait des poèmes à la radio 2 Limburg. Et donc, elle aimait raconter que, elle était la dernière de 10 enfants et elle était la seule à avoir le droit d'étudier. Et donc, elle allait travailler, puis après, elle payait ses propres études. Oui. Donc, je suis né dans ce couple-là. Et en 1980, mon père a, sur un coup de tête, finalement, voulu réaliser un rêve. C'est-à-dire aller acheter une ferme dans le Midi de la France. Ok. Et on est allé créer une ferme biologique dans le Midi de la France. Donc à 15 ans, je me suis retrouvé d'un petit bled au Limbourg, dans encore un tout petit bled presque moyenâgeux dans le Midi de la France, entre Carcassonne et les Pyrénées. Et donc c'est là que j'ai poursuivi. Donc, j'ai vécu ma deuxième vie déjà. Ah bah oui, parce que du coup, quand tu arrives là-bas, tu parles pas français. Ah non.
J'avais le français académique d'un garçon de 15 ans d'une école du Limbourg. Donc, comme on disait, tu, passé composé. Ça s'arrêtait à peu près là. Donc, Et tu avais des frères et sœurs? j'avais 2 frères, oui, Oui, qui, donc eux, avaient 2 ans de moins que moi, donc ce sont des frères jumeaux. Ok. Et puis, eux sont arrivés avec un niveau de français encore un peu plus inférieur au Oui. mien. Donc, voilà. Mais donc, c'était beaucoup plus que la langue, c'était véritablement un dépaysement. Donc, Oui. Tu as vraiment c'est- été arraché de tout ce que on peut tu as. dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. culturellement, linguistiquement. Et donc, mon père, en Belgique, il avait une vie sociale très Développé. animée, très développée. Il a créé le mouvement pour le jardinage biologique, donc le VELT, Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw. Il en était président national, puis président limbourgeois. Et puis, il a voulu poursuivre et de dire, voilà, je ne vais pas dire tous les soirs ce qu'il faut faire et ne pas pas le utiliser de faire. pesticides, ne pas utiliser des engrais, mais je vais le faire. Et donc, comme Des précurseurs. non, pas des fois, oui, des précurseurs, certainement, Oui, parce que bon, c'était oui, beaucoup trop dans tôt les pour années parler 80, de jardinage biologique, c'était à peu près introduit, mais l'agriculture biologique était C'est inexistante. Et donc, 1 kilo de blé biologique ne valait pas plus qu'1 kilo de blé Avec normal. des pesticides. Et donc, c'était vraiment assez... Après coup, c'était assez suicidaire, mais j'ai toujours eu un respect énorme pour justement ce qu'il a osé faire. Il a osé poursuivre son rêve et pousser ça jusqu'à l'exécuter. Et puis quand là-bas, on s'est pris une sérieuse claque, bien évidemment. Mais parce que, Mais- attends 2 secondes, parce que je reviens quand même en arrière. Donc, est-ce que tes parents t'en parlent? Est-ce qu'ils vous en parlent, en fait, de ce projet? Est-ce que tu te Oui, rends oui, compte quand de ce même, qui se oui. trame et ils te disent... et tu étais d'accord avec ça? Comment tu l'as vécu? J'ai toujours eu une bonne connexion avec mes parents, mais déjà dans le petit village, dans la petite communauté limbourgeoise, on était déjà des gens un peu spéciaux. Hein. Marginaux? Non, pas marginaux, mais ma mère pratiquait d'abord la cuisine biologique, puis après la macrobiotique, puis arrivée dans un petit village, dans une école catholique, tous les jours avec un petit repas macrobiotique, alors que les autres mangent du sandwich au saucisson. Bon, il faut pas... Une école de garçons. Ah oui. Les filles et les garçons étaient... Donc C'est c'était pareil, quand même oui. un univers assez impitoyable. On se moquait de toi? Oui, enfin, on essayait. Moi, ça passait pas. Ça passait pas. Donc, et de toute façon, j'étais parmi les premiers de la classe, mais je sais que mes frères étaient beaucoup plus timides que moi. Et là, Vous y allez? ils ont eu plus dur que moi, oui, Ouais. au niveau de la marginalisation, au niveau de... Mais mais en même temps, on était très extravertis. Oui. Donc, à 12 ans, j'allais au scout ou au Hiro, ça s'appelait Oui. alors, et je jouais déjà au spectacle de Hiro, je jouais aux marionnettes. On fabriquait des marionnettes. Nos parents nous ont toujours poussés vers de la créativité. On allait à des centres culturels, suivre des cours comment faire des marionnettes. Ah oui. Mes frères faisaient les marionnettes, moi j'écrivais les scénarios. Il y en a un autre, parce qu'ils dessinaient très bien, ils étaient tous les deux artistes dans Dans l'âme, vraiment. l'âme, et eux dessinaient des décors, et moi je m'occupais de la lumière et de la musique, et on faisait des spectacles quand on avait 12-13 ans. C'était pas commun non plus dans le Non. village, mais quelque part quand même assez respecté. Donc j'avais un grand groupe d'amis que j'arrivais à animer, Oui. et donc j'étais bien dans ma Mais peau, oui. malgré ce fait qu'on était un peu regardés comme des gens curieux, Oui, c'est ça. un peu nomades. Oui. Donc ça, c'était ma jeunesse dans un petit village qui était déjà, pour nous et pour mon père, en fait trop petit, Oui. parce qu'il revenait du Congo, il avait beaucoup voyagé dans sa vie, c'était son village natal, il y était quelqu'un, mais en fait, on sentait bien que bon, voilà, l'horizon du midi de la France appelait à un certain moment, et comme des fous un peu inconscients, ils ont quitté tous les deux Oui, leur parce job. qu'ils avaient des ont bons jobs en Ah oui, plus. ils avaient des bons jobs, oui, oui, très respectés par Oui. la famille. Oui. Donc, et il faut dire que la famille belge a considéré ça comme presque une trahison. Ah oui. Une trahison de leur mode de vie, de Oui. leur vision, de leurs... Nous, on avait tout et on quittait tout. Ben oui, Et eux n'avaient jamais pu étudier, ils étaient c'est ça. admiratifs.
Et donc, la tribu curieuse qu'on était, mes parents et les 3 frères, voilà, on quittait tout et on allait planter des oignons et faire des céréales dans le milieu de la France. On a acheté une ferme qui, maintenant, on le sait, 50 ans après, 45 ans après, on n'aurait jamais dû y faire des céréales. Ils nous disent là-bas, tout ce que vous pouvez faire ici, c'est des moutons et des chèvres, même pas des vaches, parce qu'il n'y a pas assez d'herbe. Il n'y a pas assez de nourriture, effectivement. Ouais. Et on voulait faire des céréales biologiques, hein, donc sans engrais. Et donc, du village des fous, Limbourgeois, on est arrivé dans un tout petit village. En plus, les Flamands qui débarquent là-bas. Des Flamands qui débarquent, avec une idée de faire une ferme biologique, alors qu'on n'était jamais monté sur un tracteur, et qui en plus, on était considérés encore plus fous, hein, vraiment des étrangers fous. Et puis comme ma mère en plus voulait faire la macrobiotique, la première chose qu'on a fait, c'est interdire la chasse sur notre domaine. Donc, on s'est mis à dos toute la communauté dans les premiers 3 mois qu'on était là-bas. Quelle aventure de vie! Ça ne commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc, je ne veux pas savoir ce qui se passe après. Voilà. Du coup, vous parlez néerlandais à la maison, vous parlez français à l'école. Ouais. Et tes parents, eux, ils apprennent le français ou ils parlaient déjà Mon père parlait français convenablement, enfin, en tout cas celui du Congo. Oui. Et ma mère a eu beaucoup de mal parce qu'elle sortait jamais, de travailler tout le temps. Elle allait travailler de temps en temps dans une maison de vieux en tant qu'infirmière, infirmière / gardienne de nuit. Mais elle n'avait pas cette faculté en plus, avec l'accent là-bas, et surtout les vieux, ça se passe pas. Bon, voilà, elle est restée à un niveau. Aujourd'hui, elle comprend tout, mais elle a encore beaucoup d'appréhension ou de timidité à s'exprimer en français. Et tu arrives à te créer de nouveau un nouveau groupe d'amis, à de nouveau laisser parler ta créativité. Comment ça se passe pour toi? Ça a pris un certain temps parce qu'on est quand même dans un village, il faut se dire, il y a 100 habitants, dont 80 ont plus de 70 ans. Il y en a 2 ou 3 qui ont des dents. Il n'y a rien. Y a rien. Donc, pour aller à l'école, il fallait se lever à 6h30, aller en vélo au village. Les Belges avaient des vélos, les autres avaient des mobylettes. Et puis, on avait 1 heure de car à faire. 1 heure de car pour arriver à 9h moins le quart, donc à l'école à Bram. Et donc, le soir, rebelote. Donc, des grosses journées. Hein. C'est des grosses journées. Et en plus, mercredi, il n'y a pas école en France. Ouais. Mais samedi, oui. Donc, il n'y avait jamais un week-end complet. Et donc, oui, c'était... et en plus, Et sur le bus, sur le car, sur la route, on n'avait pas vraiment beaucoup d'amis. C'était tous des fils d'agriculteurs, donc ils ne comprenaient pas pourquoi nous, on voulait changer leur monde. Mais à l'école, ça allait. Et surtout, à l'école, c'était spectaculaire. Il y avait des filles. Et non seulement des filles, mais des Françaises. Donc, pour moi, c'était un changement radical, non seulement d'entourage, de style de vie, mais aussi de camarades de classe. Parce que j'avais jamais eu des filles à l'école, ni au scout, ni au Hiro d'ailleurs. Hein, donc ça n'existait pas, c'était des mondes séparés. En France, c'était pas séparé. Donc ça, c'était fort intéressant quand même. Mais j'avais aussi toute une éducation à faire. Hein. J'avais aussi beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là. Parce qu'on se faisait la bise en plus. Ah oui, oui. Ah oui, donc ça en Belgique... Dans la culture flamande, on fait pas ça. Ah non, mais non. Et surtout pas à l'école, parce qu'il n'y avait que des garçons. Des garçons, oui. Donc voilà. Et c'est là où tu as eu ta première petite amie, du coup? On peut dire ça, oui. Oui. T'as essayé, du moins. Mais c'est pas là qu'il faut rire. Raconte-moi alors, où est-ce qu'il faut rire? Mais du coup, comment ça évolue? Donc, c'est difficile, hein, les premières années. Tu restes combien de temps dans cette ferme avec tes parents? Elle y est toujours. Ah, et tes parents, ils sont toujours? Oui. Ah, incroyable! Pourquoi? Je ne sais pas, moi je me suis dit peut-être qu'au bout de quelques années... Non, c'est-à-dire, je suis resté jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu mon bac, puis après il fallait décider, est-ce que je peux aller étudier à Toulouse,
à Paris. Ouais. Et j'avais fait un examen d'entrée pour Sciences Po. Et on m'avait dit, ouais, va à Paris, va faire Sciences Po. Parce que je voulais, comme mon père, changer par ma plume, Oui. Le monde. oui, le monde, en tout cas, transmettre ma vision sur le monde, mon idéalisme. J'étais toujours enflammé par ce que mon père avait osé faire et ce qu'il avait créé comme mouvement. Et d'ailleurs, le Belang van Limburg est venu nous voir en France. Ils ont fait toute une page sur le petit marionnettiste qui se trouve maintenant en France. Et c'est vrai que pendant cette période, j'ai retrouvé mes marionnettes et on avait fait des marionnettes à fil et on est allé jouer avec mes frères sur les marchés locaux. Provençaux. Il y avait un festival des marionnettes à 17 km, là où j'allais au lycée. Donc j'ai eu droit à une soirée de spectacle avec mes marionnettes. Mais ça me donnait aussi beaucoup de self-esteem, Oui. le respect de soi. Ça maintenait ma créativité. Et aussi, je faisais quelque chose de nouveau avec mes frères, autre chose que de bosser, que d'aller ramasser du fumier. C'est ça. Etc. Donc, mais aussi quelque chose d'intellectuel. Je pense que tu es quelqu'un d'intellectuel déjà oui, par ton essence et ta exactement. famille l'est aussi. Et j'ai l'impression que quand même, donc tes parents t'ont beaucoup inspiré. C'est ce que tu dis. Ton papa t'a beaucoup inspiré. Ils sont assez disruptifs. Mais du coup, à quoi tu rêvais En fait, tout le champ des possibles, sans mauvais jeu de mots, était possible pour toi. Tu pouvais absolument tout faire. Est-ce qu'il te poussait aussi à faire des études ou il voulait plutôt que... C'était très double. Puisqu'on était devenus... Là, on était vraiment devenus des vrais marginaux. C'était aussi... Aller faire des études, c'était cher. Mais bon, il me poussait quand même... Moi, je voulais... Non, payer quoi? Je voulais faire des études, mais sachant que je devais les payer moi-même. Ah oui, c'est ça. Premièrement. Deuxièmement, faire des études, mais quoi? Parce que devenir ingénieur, devenir quelqu'un d'important dans le système, c'était rentrer dans le système et c'était presque aussi de nouveau trahir. Enfin, c'est très profond ce que je vais dire maintenant, mais c'était un conflit perpétuel entre même repartir en Belgique. C'était aussi presque donner raison à la famille qui avait considéré mes parents comme des parias. Enfin, des parias. En tout cas, des ozos. Et presque... comment dire, souscrire à mes propres études était presque aussi dire le projet là-bas est en train de se planter, donc je m'en vais. Donc c'était un peu Candide s'en va, mais il quitte le paradis pour... Donc, je comprends ce que tu dis. Donc, enfin, c'est dur d'en parler parce que c'était presque Candide, c'est ça. Je vais partir pour réussir mes études, mais pour mieux revenir après pour aider mes parents. Donc je n'ai jamais dans mon cœur quitté ce projet. Donc, à chaque fois que je faisais un pas dans ma carrière aussi, à chaque fois, il y avait ce combat. Oui, mais tu es en train de presque... tu fais ceci pour mieux après entretenir ce rêve là-bas et pour que ça reste dans la famille et pour que voilà, que ce ne soit pas jamais complètement partir. Donc c'est ce projet fou de créer notre écosystème autosuffisant parce que est toujours resté dans mon cœur et parfois dans certaines étapes de ma carrière il aurait mieux que je le mette complètement de côté pour aller ma propre voie et c'est pour ça que ça m'a causé pas mal de conflits internes et de tracas, de tracas, oui, on va dire ça comme ça. Et donc c'est quand même aussi un boulet. C'est une force. Mais oui. C'est une force d'avoir d'avoir vécu ça ensemble, parce que j'ose beaucoup plus, parce que je sais, et j'ai beaucoup plus confiance. Mais en même temps, ça a été un boulet parce que c'est quelque chose qui m'a parfois freiné ou inconsciemment freiné. Oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais comme choix? Quels sont les premiers choix que tu fais qui sont difficiles à prendre, notamment au niveau de tes études? Et toi, mais déjà, première question. À quoi, toi, tu rêvais intérieurement si vraiment tu devais laisser de côté le projet? Qu'est-ce que le petit Max rêvait d'être plus tard? Je cherchais en moi ce que je faisais bien, les forces. Et tu faisais quoi bien? J'étais créatif, j'écrivais bien, je parlais bien dans les deux langues,
et j'arrivais je rêvais d'être vraiment ça, journaliste. Ah oui. Je voulais faire Sciences Po pour être journaliste. Ou alors journaliste sportif, parce qu'avec de peu d'argent que j'avais un abonnement à des journaux. J'achetais chaque magazine de football ou de sport qui sortait. Donc je lisais beaucoup. J'ai toujours été très gourmand de consommation média et de photos. Mon père avait une énorme collection de magazines de cinéma et de vieux Paris Match. Je lisais tout, je gardais tout, je classais, etc. Ah ouais. Et en même temps, la vie était très, très, très dure, la nature, la terre, essayer de travailler pour gagner quelques sous. Oui, c'est ça. Mais les sœurs de ma mère envoyaient des vêtements d'occasion dans des vieux camions pour qu'on puisse les vendre sur les marchés locaux. Le vendredi, c'était le marché à Limoux. Le lundi, c'était le marché à Mirepoix. Ça, c'était pour mes parents, mais pendant les vacances, c'était moi qui faisais le marché. Les marchés. Et parfois, on gagnait quand même 12 francs français. Et donc, c'était très dur d'un côté. Et donc, mais la créativité, ça nous tenait ensemble. Très fort, oui, je pense. Donc, tu fais quel choix à un moment donné, tu dis, bon, tu vas à Paris finalement, tu vas... On est encore... Le mur de Berlin est encore là. Et en France, dans le midi de la France, ils votent contre Paris, donc ils votent communiste. Okay. Aujourd'hui, ils votent contre Paris, donc ils votent Le Pen. Oui. À l'époque, tous les bergers pour lesquels j'allais de temps en temps tondre les moutons, ils étaient tous communistes. Et comme moi, j'étais marionnettiste, et j'avais été à plusieurs festivals de marionnettes, j'avais vu les troupes tchèques de Prague. Et à Prague, il y a une université pour marionnettistes. Oui. Oui. Et donc, mon rêve, à 16 ans, 17 ans, c'était je vais à Prague. Donc, je vais dans un pays communiste, suivre l'enseignement communiste et devenir marionnettiste. Oui, enfin, voilà. Donc, me parfaire là-dedans. Oui. Mais ce qui est évidemment... Quand tu es dans un système, c'est assez idiot. Hein, oui. Donc, mais bon... je ne sais pas si c'est idiot, mais à l'époque, je pense que ça faisait sens. Maintenant, ça faisait sens. Aujourd'hui, ça le ferait de nouveau, mais les 20 ans après, ça n'a plus sens. Je comprends. Mais pour te dire que j'étais vraiment dans un autre monde. Je n'étais pas du tout dans un trajet linéaire du style je vais étudier pour devenir fonctionnaire, ingénieur, même publicitaire, ou vraiment du style voilà, j'oserais peut-être, mais en même temps j'étais resté tout près de la maison et donc j'ai choisi finalement un peu aussi par facilité et parce que ça rassurait un peu tout le monde, revenir en Belgique à l'université catholique de Leuven, parce que ma mère connaissait, parce qu'elle a travaillé au ministère de l'Enseignement, elle connaissait des psychologues qui pouvaient facilement me trouver une chambre d'étudiant pas trop chère et que je pouvais, soi-disant, tous les week-ends aller chez une de mes tantes, faire mon linge ou me détendre, etc. Mais j'étais une deuxième fois dépaysé, parce qu'à 15 ans, on quitte un pays, et quand on revient à 19 ans... on n'est plus le même homme. On n'est plus le même homme, mais on ne regarde pas... donc, j'avais idéalisé la Belgique pendant tout un temps que j'étais là-bas. Et en revenant ici, je me suis retrouvé dans une société finalement assez amère. Leuven, Walenbuiten de Leuven, c'était finalement en 68. Moi, je suis arrivé en 80. En 84, donc c'était même pas 20 ans après. Mais non. Et donc les francophones que moi j'avais pendant 5 ans appris à être francophone, à intégrer la culture, trouver que la Belgique était une invention superbe, parce que la Belgique, on ne l'aime pas, mais quand on la quitte et quand on la voit de l'extérieur, on apprend à l'aimer. Oui. Et donc je l'aimais. Et donc moi j'arrivais avec mon message d'amour dans une société où on détestait les francophones. Et à la limite, on ne supportait pas que je parlais français dans la rue. Et toi, tu ne pouvais pas le concevoir, finalement? Non, je devais bien le concevoir, mais c'est quelque chose que je ne conçois toujours pas. Ah, oui. Mais c'est donc la deuxième combat de ma vie, c'est de se dire
comment peut-on ignorer cette richesse qu'est le multiculture, que c'est la l'ouverture Belgique d'esprit, propose. et de voir que partout on parle de Belgique, de l'extérieur, on adore ce pays, mais à chaque fois on dit c'est quand même dommage que vous vous entendez pas. Ouais. Et que quand on vient à l'intérieur, des gens intellectuels à l'université te disent mordicus le contraire. Et donc c'était une deuxième confrontation avec ma petite Belgique. Oui. Ouais. Et tu fais quelles études? Tu es inscrit à l'université de Leuven, mais en quelle finalité? Bah, je me disais, je vais devenir prof de français, Ah ou je oui. vais devenir journaliste, donc la langue, donc je voulais me parfaire dans les deux langues, donc je choisis un peu par facilité, parce que aussi, il fallait que je Et tu pouvais travaille pas pour... rater, surtout. Oui, enfin, philologie romane, Oui. ce qui est une erreur, parce qu'ils viennent de foutre tous les profs de français dehors, ils sont à Louvain-la-Neuve. Oui. Et donc, ceux qui donnent cours de français à Leuven à ce moment-là, ce sont les mauvais, ce sont les frustrés. Et enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. Donc, Ouais. et là c'était aussi un échec la première année, aussi l'adaptation et aussi le fait que avec un budget de 50 000 francs belges à l'époque, on ne pouvait pas, parce que on dit c'est cher les études, mais c'est pas uniquement la chambre d'étudiants, même si c'est une chambre pas chère, mais c'est aussi quand on vit ici en Belgique. C'est les chaussures, Oui, c'est s'habiller, donc se nourrir. et puis bon, donc j'achetais 1 kilo de carottes biologiques par semaine, et donc le midi je ne mangeais pas. Le matin on avait le petit déjeuner servi à la pédagogie, et le soir aussi. Donc le midi je me débrouillais, et puis jusqu'à ce que je trouve un petit boulot dans un café à Leuven pour me payer mes fins de mois. Oui. Et voilà. Et donc, tu fais combien d'années d'études, finalement? Je fais d'abord philologie romane, et donc là, je me rends compte que c'est une C'est pas erreur. ça, Puis ouais. après, je fais 2 ans de Sciences Po. J'ai Ah oui. réussi mes candidatures. Et puis après, je suis déjà marié. Ah oui, entre-temps, tu te maries. Tu rencontres ta femme. Je rencontre ma femme et Qui est je toujours me ta rends... femme actuellement? Non, mais tout le monde la connaît, donc c'est pas grave. Euh, donc je suis divorcé. Non, non, mais c'est la mère de mes enfants. Oui. Et effectivement, je me rends compte que là, j'en avais besoin. Elle m'a sorti de cette dualité. Ma vie est en France et mes études sont en Belgique. Non, tout à coup, Là, tu t'ancres. oui, c'était un ancrage, c'était un nouveau centre de ma vie. C'est ça. C'était donc un nouveau sens pour lequel il fallait travailler. C'est ça. Et puis aussi, voilà, une étape naturelle, et on était prêts tous les deux, même si on était jeunes. Et T'avais voilà. quel âge? Moi, j'avais 23 et elle, c'est ça, moi 23 et elle donc 21. Oui, mais à l'époque, c'était pas si jeune que ça. Ça se faisait, non? C'était la moyenne. C'était la Ouais. moyenne, oui. Enfin, un peu en dessous de la moyenne. Mais en tout cas, parmi les étudiants, c'était jeune. Hein. Ah oui, parce que tu Ouais, étais toujours parce aux que- études. Donc, ouais. Et là, tu fais Sciences Po. Et après Sciences Po, tu te diriges vers quoi, même Mais c'était en professionnellement? 89, la très belle année 88-89, où il y avait une explosion au niveau inflation. Les sociétés belges avaient trouvé une nouvelle formule, c'était engager des indépendants. Donc, on nous disait, ouais, t'as qu'à te faire indépendant, tu vas gagner beaucoup d'argent en vendant ça et ça et ça. Donc, moi, intéressé dans les médias, venant de France, je découvre le Minitel. Ok. Tu te souviens du Minitel? Moi, je me souviens pas du Minitel. Je connais le nom, mais je ne sais même pas ce que ça Voilà. représente. Le Minitel, c'était l'Internet 10 ans avant l'Internet. Avec le téléphone. Oui, en France, tu prenais ton Minitel, tu avais un petit ordinateur comme ça, Ouais. qui était en fait un clavier de téléphone. Ok. Par modem, tu tapais un numéro et tu es connecté à un serveur. Ok. Ce serveur te donnait de l'information. Tu pouvais réserver des places de cinéma, tu pouvais réserver des places de théâtre, tu pouvais réserver des pièces pour l'automobile. Et donc, c'était en France le 3615. Ok. Voilà. Tout le monde avait... Donc, il n'y avait plus de pages jaunes en France. Tout était sur Minitel. Et donc, il y avait une société française qui me dit, tiens, voici un Minitel avec un serveur qui fonctionne bien. Va voir quelqu'un avec un serveur en Belgique et va vendre de l'espace publicitaire sur Minitel. Voilà. C'était, pour moi, voilà, de nouveau...
j'ai hérité le côté Don Quichotte de mon père, donc je me suis dit, je suis précurseur, je suis innovateur, Ben oui. c'est excitant parce que ce sont des données qui parlent aux données. Ben oui, que- incroyable. 40 ans avant, tu vois, donc j'étais de nouveau 40 ans trop tôt, comme mon père. Donc, bien sûr que je vais faire ça. Oui. Donc, j'achète une vieille Mercedes et je trouve quelqu'un qui a une société, un serveur de Minitel qui sert des dentistes et des médecins. Donc, Attends, je te coupe. Oui. Je retiens ça, qui sert des dentistes et des médecins. N'oublie pas ton histoire, parce que je vais te demander de tirer une carte. Bon. Film ou série? Est-ce que tu es film ou série? Qu'est-ce que tu préfères? Ni l'un ni l'autre? Je déteste les séries. Ah ouais. Et Bon, je d'accord. trouve qu'une bonne histoire se raconte en maximum 1h30, 2 heures. Et si ça ne vaut pas la peine d'être raconté en 1 heure ou une demi-heure ou 2 heures, ça ne vaut pas la peine de tenir les gens d'une semaine à une autre semaine à introduire des personnages qui, de toute façon, je me sens à chaque fois que je regarde une série lésé par les scénaristes. Un personnage, et on sent de loin ce qui va arriver, et que ça, de toute façon, trois épisodes plus tard, il est mort ou elle a disparu, et que ça ne rajoute rien à la série. Donc, comme la série 13 de Van Damme, de BD, où finalement, c'est son père, non, c'est pas son père, puis il a une montre en or, puis finalement, c'est pas cette montre-là qui fait... Non. Okay. Une bonne histoire, en fait, c'est un spot publicitaire d'1 minute. Ok. Je veux dire, on peut... You can make a point in 1 minute. Une très belle histoire, ce sont les films de Sergio Leone, à la limite de 3 heures, avec la musique de Morricone. Ça, c'est du grand art. Oui. Mais c'est pour ça que ça s'appelle le 7e art. Tout à fait. La série, la seule que j'ai aimée, c'est Twin Peaks, dans les années 90. Donc, T'as ça en commun avec François. François, il en a parlé aussi, Twin Peaks. Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Mais du coup, on peut reprendre cette histoire passionnante du Minitel. Donc on en est au dentiste. Minitel, c'est pas passionnant de dire que j'arrive avec ce Minitel et donc on vend des espaces publicitaires pour 1 000 francs. S'il y a tous les dentistes qui prennent une page, mais bon, en tout cas, tous les dentistes liés à ce serveur avaient un Minitel et étaient prêts, par mon enthousiasme dans les 2 langues, à prendre. Mais bon. Donc tu vendais ton truc. Je vendais mon truc, mais bon, avec ça, j'ai payé juste mon essence et mon assurance de ma bagnole. Oui. Et le soir, j'allais de toute façon travailler au café, donc, ou au restaurant. Mais je me suis dit, c'est un moyen de communication. Donc, ce n'est pas à moi de convaincre les grosses sociétés d'aller sur le Minitel, c'est aux agences de pub. Et c'est comme ça que j'arrive avec mon Minitel dans les agences de pub en disant, regardez, allez proposer ça à Royal Belge, allez proposer ça à BBL à l'époque. Enfin, je sors des vieilles marques. Non, mais c'est comme bien. Ça. On est dans le contexte. Et puis, effectivement, ils me disent, oui, tu vends bien, tu es convaincant. Donc, j'ai été reçu à la Royal Belge, dans le bâtiment AXA aujourd'hui, vraiment par monsieur de Suiland, à l'époque copropriétaire, à mon avis. Bon, et il m'explique comment est-ce que ça marche, ce 3615, parce que tout le monde connaissait le 3615, mais jamais j'avais vu un Minitel fonctionner en Belgique. Mais après, il ne prenait pas mes pages. Hein, mais en tout cas, voilà, j'ai appris à là, tu développes ta fibre commerciale. Voilà, exactement. Donc, par mon storytelling, je sais que j'ai un bon storytelling, donc je développe ma fibre commerciale et je sais que on est dans le trends, les données qui parlent aux données, donc tout le monde trouvait ça fort intelligent. J'arrive chez RTT, Belgacom n'existait pas encore, et donc eux me disent mais nous on va attendre l'Internet, on n'a ni les techniciens ni les capacités pour installer le Minitel français en Belgique, donc il ne s'est passé rien du tout. Par contre, les agences de pub, à un certain moment, un des directeurs créatifs me dit, écoute, non, c'était un directeur média, parce que le média planning était encore dans mes agences, et donc il m'appelle pour dire, tiens, on cherche un commercial chez IP, RTL, chez IP, pour vendre des magazines. Bon, mais comme tu es bon bilingue, et il faut un flamand, le premier flamand chez IP, on va te faire une lettre de recommandation. Je dis, bon, d'accord, mais j'ai pas de diplôme. Non, mais t'inquiète. Donc, effectivement, c'est là qu'ils m'ont écrit une lettre de recommandation. Et effectivement, je suis arrivé tout nerveux chez IP et j'ai dû passer quelques tests et j'ai vu des personnes de l'équipe et puis ils m'ont donné ma chance. Donc j'ai dû quand même raconter quelque chose de convaincant parce qu'ils m'ont donné ma chance vraiment de commencer au plus bas échelon commercial sur des magazines télé. Téléstar et Ciné Télé Revue.
Ça, je me rappelle du Téléstar. Ouais, voilà. Et du coup, comment ça évolue? Parce que du coup, tu te fais des connexions, en fait, tu rencontres énormément de gens. Est-ce que c'est des rencontres qui finalement ont fait évoluer ta carrière? J'avais touché ma fibre commerciale, Oui. mais en même temps, j'avais encore beaucoup de développement à faire au Ouais. niveau de la fibre commerciale. Mm. Moi, comme disait après un de mes patrons, Serge de Schrijver, il y a des commerciaux qui sont bons en Word, il y a des commerciaux qui sont bons en Excel. Moi, j'excellais dans le Word, hein, mais pas dans l'Excel. Donc, du style X rendez-vous par an, par semaine, et des rapports de visite. Ça, non. Tout ça, c'est chez IP que je devais l'apprendre. Oui. Et donc, j'avais encore pas mal de rigueur commerciale À apprendre. et surtout à rapporter hebdomadairement les contrats signés, les contrats attendus, Il y a vraiment un pipe. le pipe, Oui. exactement. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas encore, Oui. le pipe, mais on recevait des ordres par fax. Ça te dit aussi encore quelque chose? Les ordres rentraient par fax et les chiffres d'audience, tous les jours, par la sub-EMAP, rentraient par Telex. Ah, c'est marrant, ça. Telex. On avait des grands tableaux et on notait les chiffres d'audience de RTL sur des grands tableaux avec des feutres. Incroyable. Et les ordres des magazines, on n'avait pas d'ordinateur, hein, Ah bah non. c'était dans les cahiers. Voilà. Et tu étais très ambitieux? Est-ce que c'était vraiment quelque Non. chose qui était... Non? Non, parce que régulièrement, on me disait, mais enfin, t'es bilingue, t'es chez IP, t'as une expérience, tu fais ça bien, viens travailler chez nous. Ah bah oui. Non, moi, j'étais tellement bien dans la famille IP qui m'avait donné cette chance. J'ai travaillé pour des patrons que j'admirais, qui m'encourageaient à aller un peu plus loin dans la créativité avec Oui. les chiffres ou dans te les développer études, etc. vraiment, oui. Et donc, j'étais dans l'université du marketing publicitaire et je ne voulais pas quitter. J'étais pas assez ambitieux, non. Mais je ne regrette pas, hein, mais Non, je veux non. dire, non, je n'étais pas ambitieux. Donc, Non. je n'ai jamais demandé une augmentation non plus. Ça venait ou ça venait pas, mais donc non, je n'étais pas ambitieux. Mais tu voulais vraiment, du coup, juste subvenir correctement aux besoins de ta famille. Oui, mais aussi aimer mon métier, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, Subvenir là-dessus et aimer ton métier. cette tranquillité d'esprit que j'avais, Ouais. j'aime le métier que je fais. Et ça ne me dérange pas de faire tous les jours Leuven, Bruxelles, dans une petite voiture ou après dans une grosse voiture. C'était quoi comme voiture à l'époque? À l'époque, moi, quand j'ai commencé, on avait une 205. Blanche. Avec intérieur en étoffe, comme ça. Mais c'est pas grave. J'ai eu mon permis en France dans une 205, donc ça a arraché quand même. Oh là là. Mais c'est vrai, c'était une toute petite voiture, mais avec une puissance de 400 dedans. Ah donc, oui, c'était... Leuven-Bruxelles, c'était 10 minutes. Hein, je veux dire, à l'époque, en E40, je ne faisais jamais moins que 180. Hein, donc, mais bon. Mais et après, quand j'étais au marketing, j'ai eu droit à une Xantia quand même. Hein. Mais... Et comment ça évolue du coup? Donc tu es chez IP, là tu rentres dans la cellule marketing. Comment les choses évoluent? Est-ce que tu restes encore longtemps? Comment... Eh bien, IP évolue très bien. La direction d'IP part à Paris. Et à ce moment-là, c'est la révolution au niveau médiatique en Europe un peu. Donc, nous, on crée un vrai métier qui est le métier de régie externe. Toutes les régies sont des régies internes. C'est l'éditeur qui a une équipe de vendeurs. Nous, non. On était une régie et on faisait un contrat avec un éditeur. On lui disait, de ton marketing publicitaire, tu ne dois pas t'en occuper. Ouais. Et comme on faisait ça très bien, j'arrivais à faire grandir le portefeuille avec mes collègues. Et puis, le grand groupe propriétaire d'RTL, Bertelsmann, décide de ne plus faire de régie externe, de racheter IP pour sa télévision. Ils sont très dédaigneux par rapport à la radio, un vieux média, etc. Heureusement qu'il y a des visionnaires en Belgique qui disent non, la radio, c'est très facile, c'est beaucoup de grosse audience et ça fait une très belle marge. Oui. Donc, ils gardent quand même la radio. Moi, je voulais évoluer vers le groupe, mais le groupe donc, la presse ne représentait pour le groupe plus grand-chose. Et donc, moi, là, à ce moment-là, j'ai estimé que c'était le temps de partir. Ok. Voilà. Et là, tu pars où, du coup? Là, je redécouvre. À ce moment-là, on est en 98. Oui. Ça dit beaucoup de choses, mais c'est surtout Windows 98. Ah bah oui. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne devait plus travailler avec un ordinateur relié à un autre ordinateur avec un modem, mais qu'on pouvait installer énormément de données. Toutes les données du SIM pouvaient tourner sur un ordinateur.
Incroyable. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Révolution. Incroyable. Et en plus, on pouvait activer ces données avec une souris. Ah oui. Non, mais... Mais voilà. oui, ça devait être Donc, fou. à ce moment-là, j'avais fait quelques séminaires à l'étranger sur les études et l'accumulation d'audience. Et je me suis fait approcher par une société de logiciels que je connaissais encore de l'époque de Minitel ou pas. Enfin bon, c'était à peu près ça. Et de dire, voilà, nous, on va lancer des softwares de media planning sur le marché belge, sur le marché européen, où tu peux faire ton ranking et ta sélection et ton plan média et la déduplication des audiences en quelques secondes sur un ordinateur. Donc, toutes les sociétés vont acheter des ordinateurs et toi, tu vas installer des logiciels. Est-ce que tu veux bien faire ça pour le marché belge? Et comme je connaissais tout le monde et comme j'avais un bon storytelling, en quelques mois, toutes les agences médias étaient... La plupart étaient mes clients pour ce logiciel. Ouais. Donc après, on a développé des logiciels de radio, etc. Ça a moins bien marché, mais en tout cas, j'avais ma petite entreprise. Évidemment, je n'étais pas assez ambitieux parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû prendre des actions et devenir entrepreneur à mon compte. Ouais. Mais j'avais un salaire, j'avais mon petit bureau, j'avais une assistante. Et donc ça, j'ai fait pendant 2 ans. T'es un véritable passionné finalement, Max. Hein. Oui, mais ça, pourquoi ça se voit? Oui, là, je le ressens très fort. Après, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Moi, j'ai déjà entendu ton nom, mais personnellement, je ne te connaissais pas. Non. Et là, vraiment, je sens cette énergie de passion en toi. Passion, en tout cas, je dois être convaincu de ce que je fais. Oui. Et donc, tout le monde ne l'est pas. Hein, justement, et sinon, je ne peux pas vendre. Oui. Et c'est pour ça que certains trucs, je n'arrivais pas à vendre. C'est arrivé plus tard. Après, je me suis rendu compte, tiens, pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas convaincant quand on parle. Ouais. Et donc, voilà. Alors du coup, on revient sur ton parcours. Là, on en est où tu fais 2 ans dans cette société où tu apprends le média planning. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Quand la société a été reprise par un groupe international pour lequel j'avais travaillé aussi, j'étais fatigué parce qu'on voulait... Enfin non, j'avais mis en tête qu'on pouvait aller encore plus loin et aller du media planning sur un PC, mettre les plans médias dans l'administration et sortir les factures. Bon, il n'y a rien de plus conflictuel qu'un média planeur et un créatif qui font de la pub et un bookholder. Ah oui, un comptable. Un comptable. Et donc déjà, chaque agence média, c'était le fantasme à l'époque, ils voulaient tous leur propre banque de données, ils voulaient tous leur propre système de flow, media planning, et ils voulaient tous leur propre système de comptabilité et de facturation. Oui. Bon, donc j'arrive avec un système qui allait être intégré, mais donc j'avais 2 partenaires, un partenaire comptabilité et un partenaire développeur pour le media planning. Bon, les deux commencent à s'engueuler, comme de toute façon dans toutes les agences médias, les 2 parties s'engueulent aussi, donc j'étais très, très, très fatigué. Donc, en plus, j'avais pas négocié de fee pour si jamais par client que j'arrivais à gagner en Belgique. Bref, si j'avais à ce moment-là bien négocié, je ne travaillerai plus. Oui, j'allais dire, parce que t'as la passion, mais peut-être pas le business, il n'est pas inné chez toi. Non, justement, par manque d'ambition et par manque de cette fibre. De cette fibre, et je doute toujours de moi-même. Voilà. Et donc, heureusement que de temps en temps, j'ai eu des bons coachs qui m'ont dit, c'est ça qu'il faut faire avec ton argent, et ne pas t'engager comme ça... parce que tu y crois, mais pas penser à ton côté pécunier. Bon, bref, j'étais donc fatigué, et donc là, Anne Bataille m'appelle pour me dire, écoute, tu me manques au niveau commercial, on cherche quelqu'un chez VTM, je vais t'écrire une recommandation et dire au patron là-bas qu'il ferait mieux d'engager quelqu'un qui respecte les agences médias, plutôt que de... Donc, voilà, ta façon de vendre, pas par vendre pour vendre, mais ta façon de vendre de façon argumentée, ça va nous faire du bien, agence média, d'avoir quelqu'un comme toi chez VTM. Et donc, j'étais flatté. Et donc, après 2-3 entretiens, ils m'ont pris. Et j'étais TV manager chez VTM, avec juste la télévision. Donc, en succession de Saskia Tax à l'époque, je pense. Ouais. Non, enfin, d'abord, il y avait Peter Bossart. Peter Bossart allait faire Q Music.
Et lui, il était aussi fatigué de faire ce rôle-là parce que c'est très prenant. Ouais. Et donc, je me trouve à 35 ans à la tête de la plus grande régie de Belgique. Oui, bah oui. Enfin, à la tête. En tout cas, le plus grand chiffre d'affaires de Belgique, c'est la Oui. télévision chez VTM. Oui. Ouais. Donc, aussi en pleine mouvance parce qu'il y avait de la concurrence en face. Donc, il fallait se remettre autour de la table avec, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet écosystème? C'est ça. Et VTM était leader arrogant au sens propre comme au sens figuré, donc vraiment largement au-dessus du lot. Donc Ouais. en fait, ils avaient besoin de personne, Mais mais à un certain moment, si tu veux réussir à créer de nouveau une image dynamique, positive et augmenter les tarifs, il faut faire 2 pas en arrière Ouais. et réinventer Revenir, oui. ton discours. Mm. Mais il y avait énormément de discours. Il y avait Canal 2 qui changeait de marque, il y avait la concurrence qui était en face, il y avait Jim TV qui était lancé contre TMF. Et donc, c'était un peu beaucoup. Et je n'ai pas assez pris le temps pour, intégrer la culture VTM et ainsi gagner le respect de mes boss. Ah oui, c'est ça. Donc, j'avais l'impression dès les premiers mois que j'étais un gars de passage. Ah oui. Ou que j'étais pas à ma place. Oui. Et quand, bon, je ne suis pas quelqu'un qui peut jouer un jeu très longtemps, donc ça s'est ressenti. Et à juste titre, à un certain moment, après le 11 septembre 2001, quand on a reçu une claque énorme, quand tous les annonceurs américains ont arrêté nos investissements, je me suis mis à doubler d'efforts. Ouais. Et j'ai quand même réussi à avoir tous mes objectifs à la fin de l'année. Ok. Même Jim TV, qui était la 3e chaîne pour jeunes en Belgique, hein, Oui, donc, presque 200 millions quand même. Mais la décision était déjà prise qu'ils allaient... Et te licencier. Mais j'ai eu un chèque très correct à la sortie avec le remerciement en disant tu savais que c'était les derniers mois et pourtant tu as continué à vouloir machin. Et j'ai continué à créer un bon réseau pour VTM avec des contacts directs avec des annonceurs importants. J'ai jamais nié la force de ces émetteurs et de sa programmation. Donc, bon, j'ai pas craché dans la soupe, quoi. Hein. Donc, mais j'ai pris une sérieuse claque à 35 ans. J'avais pas le body, j'avais pas la force mentale pour être directeur de VTM TV, etc. Même si on a beaucoup rigolé avec mon équipe, même si avec mon niveau marketing, ils m'ont donné tout le respect, mais je n'avais pas la confiance de ma hiérarchie, ce qui a fait que j'ai fait des erreurs commerciales. Donc j'ai pris des claques. Parce que tu me disais au début, donc je me suis mis ma première grosse claque, donc c'est vraiment ce licenciement. Oui. Qu'est-ce que ça a généré C'est la seule fois où j'étais une licenciée. Oui, on précise. Non, mais c'est une énorme claque. Mais oui, Et qu'est-ce puis, que ça a généré chez toi comme sentiment? C'était vraiment dur au niveau de ta fierté même d'être licencié, de rentrer à la maison? Je suis quelqu'un de très fier. J'ai reconnu mes erreurs. Ouais. Et puis tu te dis, voilà, c'est une claque, mais je sais faire, je sais maintenant mieux ce que je sais faire, mais je sais enfin aussi ce que je ne sais pas faire. C'est ça. Et puis, ma femme m'avait toujours dit aussi, écoute, depuis que tu travailles chez VTM, tu es devenu quelqu'un d'autre. Parfois, tu marches à côté de tes pompes, tu forces beaucoup trop, tu veux être là au bureau à 8 heures alors qu'il n'y a encore personne. Tu te mettais une énorme pression. Voilà, je me mettais une pression et en te mettant trop de pression, c'est pas pour ça que tu vas mieux réussir, au contraire. Et tu arrives à trouver un équilibre avec ta vie personnelle pour éduquer tes fils, les élever, être présent à la maison? Je pense, mais les médias sont partout. C'est ça le problème avec les médias. Oui. C'est que tu peux rentrer le soir chez toi, mais il y a toujours des médias. Donc, c'est pas comme... T'es pas pharmacien, quoi. Non, hein, donc, t'es pas déconnecté. Donc, les médias sont partout. Tu as l'impression qu'il faut toujours suivre. Et quel est l'annonceur qui est actif et comment est-ce qu'il évolue, cette chaîne-là. Et donc, en plus, tous les soirs, il y a des événements. Donc, et à l'époque, chez VTM, on avait l'air de dire la semaine appartient à VTM et le week-end est à toi. Donc, peu de temps personnel, finalement. Très peu. Très peu. Très peu. Et ça, tu le regrettes un peu ou pas? Non. Non. C'était comme ça. Non, mais je veux dire,
Je regrette. Je suis Avec très tes gourmand. lunettes Je de suis maintenant. très Ah oui. gourmand. Je veux tout le temps regarder des choses, embrasser des choses, assimiler des choses, T'as besoin d'être euh, stimulé intellectuellement quasiment tout le temps. stimuler ou assouvi. Oui, c'est Ouais, ça. Oui. Enfin, ouais. parfois aussi endormi par les médias. Mais enfin, il y a des médias tout le temps. T'as un peu des passions à ce moment-là? Est-ce que tu fais autre chose que de travailler? Bah, disons qu'à l'époque, Rythme, ma compagne était devenue, à part qu'elle travaille chez Media Marketing, donc le soir, je traduis Media Marketing avec elle, et le week-end, j'écris des chroniques pour Media Marketing. Elle travaille aussi pour le groupe Dupuis, pour le magazine Genieten. Ok. Donc, je pouvais aussi partir en voyage, des voyages de presse, et écrire sur les restaurants, sur les vins, sur les whiskies. Donc, c'était agréable. Ah bah oui, Donc, c'était pas travailler, mais quand même, mais quand même, Mais voilà. quand même. Mais quand même. Donc, j'avais ce hobby-là pour garder ma plume, pour Oui. écrire, Mais quand je dis hobby, tu vas pas te promener dans la campagne, par exemple. Tu vas pas faire des balades. Tu vas pas Ah rouler en non, vélo, c'est tu des vas pas faire du balades, golf. la nature. À 15 ans, Ah oui, t'en avais soupé. been there, done that, bought a t-shirt. Enfin, mais j'ai tricoté moi-même le pull vert, tu vois, nature. Donc la nature, ça me dit rien du tout. Je Ah veux oui, dire, pour moi, c'est culture. Ouais. D'ailleurs, je trouve cette opposition nature ou culture assez bête. Donc montagne ou ville. Oui. Non, enfin, de toute façon, la Belgique, il y a pas vraiment Non. nature, quoi. On Bon, est, il y a enfin, quand même les Ardennes, hein. Bon, oui, d'accord. Mais donc, me promener dans la beauté de la nature, non. non, Mais c'est il me pas. faut toujours un aspect culture, historique. Ouais. Donc quand tu pars en vacances, tu fais plutôt des city trips City ou trip, oui, city trip ou des balades, enfin, mais en tout cas dans la ville. dans la ville, ouais. Ouais. Dans la ville ou des villages, ou en tout cas un côté historique, un Mm. côté culturel. Et Ouais. le plus beau voyage que tu fait en famille? Maroc. Maroc? Ouais. Pourquoi, Maroc. pourquoi le Maroc? Est-ce que c'est un souvenir particulier? Parce que c'était la première fois que mes fils sortaient de l'Europe. Ah ouais? Et pour eux, c'était un choc. Ah ouais? Oui, il y en avait un qui avait 15 et l'autre donc 18 ou 19. Sortir de l'Europe et être confronté à des jeunes Marocains dans différentes villes, soit hyper religieux, comme, enfin bon, Hammamet, Marrakech, évidemment, ça c'est très touristique, mais on a fait un voyage au Maroc en famille, avec un 4x4. Ah oui. road Marrakech, trip. Ouarzazate, la montagne, puis après Agadir, Casablanca, et retour à Marrakech. Donc, mais c'est bien pour l'union de la famille, Oui. c'est aussi bien parce que ils voient qu'il y a autre chose Oui, qui c'est ça. existe que le resort touristique et les conforts européens, et que d'autres systèmes de valeurs, et ça les a rapprochés, mais ça a aussi confronté. Et moi, j'adore ce genre de confrontation, apprendre par confrontation à Oui, d'autres c'est ça. cultures, forcément. Et donc ça, ce sont les plus beaux voyages qu'on peut faire. Et quelles sont les plus belles valeurs ou les valeurs les plus importantes pour toi et que tu as aussi envie ou que tu as essayé de transmettre à tes fils? La curiosité, Ouais. la gourmandise. Non, vraiment, la gourmandise dans le style vouloir goûter à tout, Oui. vouloir tout savoir, en tout cas, si pas savoir, au moins comprendre que ça existe. Oui. Parfois aussi l'indignation. Ah oui. Très belle valeur. Oser, Oser, l'audace l'audace. aussi. Je leur ai fait confiance. Mes quêtes, ils ont été à l'école du cirque. Après, il y en a un qui a commencé le parcours. Donc, Yamakasi, c'était le premier. Donc, il est passé à la télé parce Ah que oui. c'était le premier flamand qui faisait du Yamakasi dans les rues. Et il a créé l'école de Yamakasi à Leuven. Puis après, Ah il a oui. créé le mouvement de parcours à Leuven. Enfin bon, bref, il est toujours président, je pense. Enfin bon, bref. L'autre a commencé à faire du aggressive skating, donc et donc il allait à Glasgow, à Berlin à 14 ans, faire des démonstrations Incroyable, lui. de skating. Enfin, donc ils sont allés à fond dans tout. Puis à 14 ans, il a commencé à faire de la musique. À 17 ans, il était en tant que DJ sur le main stage de Tomorrowland. Enfin, à fond. Et ça ne te gênait pas? Est-ce que toi, en tant que papa, c'était OK pour toi qu'il se développe de manière créative? Et du coup, pas, tu sais, les parents, ils me disent, c'est pas un vrai métier d'être DJ. Oh, mais j'ai eu mes appréhensions, mais Oui. j'ai toujours dit, quand tu y vas à fond, Ah oui. et je te fais confiance, mais en même temps,
les résultats scolaires doivent... Suivre. Ils ne doivent pas complètement laisser tomber, donc dire j'ai investi en toi, je te fais confiance, même sur un parcours créatif. Et donc, Dieu sait si le jeune, il a commencé à être DJ dubstep, donc assez extrême quand même. Tu comprenais ça? Non, je comprenais pas, mais je voyais qu'il était invité quand même à un festival de Croatie, Oui. et puis il a fait, il gagnait bien sa vie, hein. Oui. Il gagnait mieux sa vie à 16 ans que moi, en tout Oui, cas, hein. c'est Donc, ça. Et parfois, il y avait des trucs que je ne savais pas, hein. Aujourd'hui, j'apprends qu'à 5 heures du matin, il prenait un taxi à Anvers, payé par la boîte de nuit, hein. Donc, mais, je ne savais pas, hein. Mais bon, il valait ok, mieux pas savoir. Mais voilà, mais tu vois, donc, un samedi soir, pour lui, c'était 500 €, quoi, hein. Oui, bah oui. Ah bon? Ouais. Mais donc, le fait qu'après ils disent non, je veux arrêter ça, je veux devenir véritablement compositeur, Oui, c'est ça. et qu'aujourd'hui, et puis après, il a fait photographie, puis on l'a poussé à avoir son diplôme en photographie. Ah oui. Puis après, il a dit bon, c'était le Covid, il a dit bon, je veux devenir compositeur de musique, et on lui a réinvesti pour qu'il puisse arriver à son rêve. Et donc, quand tu les as l'autre, quand l'aîné a dit bon, je vais aller à l'école de cinéma, je lui ai dit, voilà, tu vas faire un intake, comme on dit là-bas, Il a fait où ses études? En Belgique? en Belgique, en Ouais. Belgique, hein, où ça s'appelle comment, le Ritz. C'est ça, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, il est réalisateur de la plus grande série pour jeunes. Donc aujourd'hui, voilà, le jour de mon anniversaire, il est monté pour la 3e année consécutive sur le podium des Ensor. Donc Oui, il n'y a jamais eu, je pense, aucune personne n'a eu 3 Ensor de suite. Oui. Donc voilà, donc je suis T'es un père fier. très fier, mais en même temps, je sais parce que il a constaté chez moi qu'il a une confiance en soi. Et sans doute aussi que il passe ses vacances aussi dans le midi de la France, où il voit que quand on y croit et quand on met de l'énergie, on ne doit pas avoir trop peur, hein. Donc, et il a été très patient. Donc pas du style je veux devenir le plus grand réalisateur de Non. Belgique, non. D'abord location manager, puis budget manager, puis premier assistant, puis réalisateur, puis maintenant réalisateur. Petit à petit, monter les échelons, un Voilà. peu Et donc comme maintenant, papa. il est réalisateur pour séries pour jeunes, et je suis sûr que maintenant qu'il a gagné, il a ses mérites, il a son réseau. Un jour, il va pouvoir faire soit un film, soit une série pour adultes. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des projets, des objectifs qui te tiennent particulièrement à cœur à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie d'accomplir Oui, quand même. Enfin, bon, bref. ou mettre en place, hein? Oui, c'est ça. Mais je veux quand même qu'on arrive à maintenir la ferme dans la famille. Donc, que ma maman puisse y vivre le plus longtemps possible, de façon plus ou moins indépendante, qu'elle peut se rendre compte que tout ce chemin parcouru a été bénéfique pour elle, mais aussi pour la descendance, et que on puisse en faire un endroit accueillant, soit pour moi et la famille, soit pour mes frères, mais enfin que ça reste là et que ça vit sa petite vie, parce que c'est assez précieux, et pas que pour moi. Mes frères m'ont avoué aussi que ils veulent vraiment faire leur mieux. Oui. De leur mieux. Pour moi, quand même qu'on arrive à prendre avec cet écosystème le virage AI, et qu'on arrive à quand même transmettre toute une passion et un savoir pour l'écosystème média local. Moi, je trouve ça assez important pour me battre encore quelques années, et travailler encore quelques années à ça. On n'a pas parlé de ça, mais du coup, c'est la parfaite transition. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment tu es devenu CEO de l'UMA? CEO, comment est-ce que c'est venu? Mais c'est vrai que j'étais justement le candidat le moins bon, le moins juste pour Pas le moins bon, le moins juste peut-être. le moins approprié. En tout cas, sur papier. Le moins approprié sur Si tu as papier. le job description. Voilà, j'ai toujours vendu Ouais. du côté de la vente, et j'allais maintenant me mettre au service en tant que secrétaire général de l'association des acheteurs. Premièrement, mon lien avec Christiane Dardenne, qui avait créé l'UMA en 2004 ou 2005, qui à l'époque déjà avait aussi créé Compass. J'étais président de Compass aussi, et j'ai parlé souvent avec
avec Christiane de l'ADN de Compass et l'ADN de l'UMA. Et ensuite, elle est allée voir Thierry Van Zeebroek et les régies parlaient à l'agence média. Et pour le reste, l'UMA était surtout un club où on parlait des intérêts communs. Et l'intérêt commun, c'était on investit 1 800 000 dans le CIM chaque année et il fallait que ce soit bien géré. Mais il y avait bien d'autres projets à créer, des événements, des plateformes d'échange. Et la première année, j'ai dû convaincre tout le monde que ça me plaisait, et deux, que je pouvais bien faire. Mais finalement, c'est un peu, là, de tout ce que tu viens de me dire, c'est toi. Enfin, vraiment. Oui, justement. Donc, finalement, je n'avais aucune expérience en tant que CEO ou manager d'une agence média. Mais il fallait bien que les agences médias, donc l'UMA, se créent un domaine qui était à nous. Du content, un purpose. Et le purpose ne pouvait plus être le CIM, parce que de toute façon, la moitié des gens qui travaillent pour les agences médias ne savent même plus ce que c'est que le CIM. On sait, on l'utilise, tu sais. Oui, mais on est... Non, mais je comprends ce que tu dis. Non, on est vraiment allé vers la digitalisation, vers d'autres expertises, vers du marketing aussi. Mais tant mieux, on s'élargit. Mais il fallait qu'on soit plus qu'un club. Il fallait un why, effectivement. Il fallait un purpose. Et on a commencé à expérimenter, on a copié le modèle français, une commission Marcom pour la com, on a créé un site web où il y a un peu plus de sources d'inspiration, on a créé des événements et en existant, on est devenu intéressant comme partenaire pour organiser des choses pour l'UBA, pour l'ACC, même si on est petit, on n'a que 11 membres. On n'a pas un budget faramineux, mais on a quand même une identité qui est des agences médias qui, en tout, emploient 1000 FTE et constituent quand même 1,2 milliard d'achats médias nets, plus tous les autres services qu'on rend. Donc, il fallait donner une consistance à l'humain et puis animer cette consistance. Animer, oui. Animer, oui. Et donner envie à cet environnement qui est hyper concurrentiel d'engager des gens, de profil aux clients, tout est concurrentiel, mais quand même, il y a des choses qu'on fait mieux ensemble que séparément. Tout à fait. Et est-ce que tu t'épanouis maintenant dans cette fonction ? Oui. oui. Enfin, je m'épanouis toujours quand j'ai la confiance des gens. Oui. Et je suis devenu patient entre-temps aussi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si je n'ai pas un oui aujourd'hui, parfois, il faut laisser mûrir les esprits ou laisser mûrir l'idée ou carrément tuer l'idée pour après... parce que de toute façon, ce marché va très vite. Et parfois, ça j'ai appris, il vaut mieux pas mettre une idée trop tôt sur la table. J'étais très souvent trop tôt, et pour après mourir avec le drapeau. Donc voilà. Donc on n'a toujours pas parlé de Kinshasa. Non. Mais non. On a parlé de plein d'autres choses. Mais oui, ok. Mais si tu veux parler... Non. Je pense qu'on a déjà tellement de contenu là. Installer des choses, oui, il faudrait installer des trucs comme des plateformes où les gens peuvent proposer leurs services et créer une autre forme de travailler avec des gens qui sont en burn-out, les réintégrer, les gens qui quittent pour devenir coach. Aujourd'hui, il va y avoir un overaanbod en coach. Donc, donc l'écosystème va se transformer, je pense, avec l'AI au niveau des expertises et au niveau des rôles assez rapidement. Donc, il faudrait quand même bien intégrer ça et arriver à encore une nouvelle phase de notre industrie. Tu as déjà une vision là-dessus ? Enfin, tu n'es pas obligé de nous la partager, mais juste répondre. Est-ce que tu as déjà une vision ? Non, franchement, non. Tu réfléchis J'essaye de m'inspirer, de voir. Il n'y a pas beaucoup de bons exemples. Non. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui te touche au quotidien, là, pour l'instant. En tout cas, c'est le hot topic. Ah oui, c'est là, c'est maintenant. C'est quand même notre métier qui doit être
parce que on est hyper commercial, mais on est quand même aussi des bons storytellers. On a quand même aussi réussi pas que des mauvaises choses, même si aujourd'hui il y a beaucoup de négativité et que ni dans les médias ni dans la communication commerciale il y a encore beaucoup de crédibilité, beaucoup d'autorité. Donc il faudra quand même que l'intelligence le remporte à la fin et qu'on arrive de nouveau à installer quelque chose de vertueux. Oui. C'est vraiment ça, c'est de réinstaller quelque chose de vertueux dans toute cette révolution actuellement. Aujourd'hui, les publicités sont plus crédibles que les programmes qui les entourent. Oui. Ou l'information qui les entoure. Oui, peut-être. L'information, c'est sûrement ça. Est-ce que tu as un livre ou un podcast à conseiller? Tout ce qui est combinaison de culture ou choc de culture, je le trouve à conseiller. Ok. Donc, c'est-à-dire un podcast flamand qui parle de la Belgique ou de la France, donc où on découvre comment une culture, une langue parle d'une autre. Oui. Le regard d'un bouquin sur soit le passé, enfin, tout ça, ça me passionne. Et généralement, la réalité dépasse la fiction. Oui, et donc, oui. Et donc, je suis aussi très friand de livres de non-fiction. Un case ou une évolution bien expliquée ou une vision. Et alors, ça peut se passer en podcast ou en livre. Oui. T'écoutes des podcasts? Pas tellement. Sur l'histoire. Des podcasts qui cherchent à expliquer des meurtres de faire du sensation ou même du podcast sur le sport. Je trouve que c'est un peu trop accordé d'importance à un événement sportif. Non, enfin, il y a des podcasts qui sont très bien faits, mais finalement, le plaisir de se retrouver seul avec un livre et d'y donner ses propres paroles et une propre voix, c'est quand même plus une plus propre profond, voix, je trouve. c'est beau ce que tu dis. Et j'ai encore 2 dernières questions. Est-ce que il y a quelqu'un en particulier avec qui tu aimerais déjeuner? J'ai envie de déjeuner avec une série de jeunes gars. Et très souvent, ça m'arrive de déjeuner avec les copains ou les copines de mes quêtes, tout simplement pour voir ce qu'eux ont envie d'apprendre et comment est-ce qu'eux voient maintenant et ce qu'on peut transmettre au niveau transgénérationnel. Organiser un lunch avec des vieux briscards comme moi, où on se dit, tiens, ce bouquin-là, est-ce que ça te parle? Et de dire, de se parler aussi à soi-même quand on avait 30 ans et de dire, tiens, ce bouquin-là, d'après moi, ça a changé ma perception de ça ou de ça. Ça, c'est un lunch qui est encore réalisable. Oui, tout à fait. Pour le reste, une personnalité... oui, c'est pas obligatoire, hein, parce que là, c'est déjà une très belle réponse. Ah, d'accord, alors. Parce que du coup, que tu me dis ça, j'ai encore envie de rebondir. Il va falloir que ce podcast s'arrête à un moment donné. Mais si tu devais parler au petit Max... Oui, je savais que cette question allait venir. Qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu regardes en arrière, le petit Max qui a débarqué en France en parlant pas français dans cette ferme. De temps en temps, de ne pas vouloir aller trop vite, mais garder la même passion, mais être plus patient. Plus patient. Donc, patient et plus clément avec soi-même. Ah oui. Et de se dire qu'après, oui, de ne pas vouloir absolument être le plus smart, mais que c'est pas celui qui est le plus smart et le plus enthousiaste qui gagne à la fin. C'est lequel, tu crois? Pardon? C'est quelle personne, du coup, qui va le mais plus loin? qui est plus sûr de soi dans le moment même, qui sait être patient, attendre la prochaine étape. Ah oui. Et qui n'a pas peur de dire « je ne sais pas ». Ça a été très longtemps une phobie chez moi. Oui, de dire « je ne sais pas ». De dire je ne sais pas. Je voulais tout savoir, tout maîtriser. Avoir réponse à tout. Au moins là. Oui, là, je ne savais rien. Mais là, j'avais une opinion sur tout et je voulais savoir et je voulais anticiper et je voulais tout lire. Ou en tout cas, c'était très difficile pour moi de donner une réponse. Écoute, pour l'instant, je ne sais pas. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Voilà.
Et du coup, la toute dernière question, tu sais, Space, on a un nouveau positionnement et ça se matérialise par connect, dare et grow. Si toi, tu devais choisir un de ces mots-là, lequel serais-tu? C'est 3 très beaux mots. Connect, c'est assez évident, mais je dirais dare quand même. Ouais. Ça te représente bien, Max. Oui, l'audace, dans le sens ne pas avoir peur de sortir de son sentier battu, certainement pas. Et l'audace avec une assurance un peu arrogante, comme ça, que tout va s'arranger de toute façon. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, des projets qu'on fait sur le côté, comme ça, parce que tout simplement, on aime bien le gars ou la femme qui a l'idée en tête, et puis on verra bien. Hein, donc, On verra voilà. bien. Ouais. Mais un énorme merci, Max, pour ta générosité. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi là pendant presque 2 heures, je crois. Merci et à bientôt, Axel.